Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour Annick Bouillaguet. Un mot pour commencer concernant Jean-Luc Mélenchon. Sans surprise, il a donc déclaré hier sa candidature à la présidentielle de 2027. Alors à gauche, il a pour lui l'expérience, il a un programme, il a des troupes. Est-ce qu'il peut être un redoutable opposant ? Bon, d'abord, le suspense était insoutenable. Quatrième candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est redoutable dans sa démarche, dans celle de LFI en général, c'est cette volonté permanente de cliver, de fracturer, de diviser les Français, de les monter les uns contre les autres, à un moment où ils n'ont jamais eu autant envie et besoin de se réunir, parce qu'il y a beaucoup de défis, et parce que je crois que les Français sont fatigués de ces diatribes permanentes, de cette haine que parfois on instaure les uns contre les autres. En même temps, vous dites ça, mais dans les sondages, et notamment lors de la dernière présidentielle, cette technique, elle fonctionne. Les municipales, ça a aussi fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné pour Jean-Luc Mélenchon ? Casser la gauche, se diviser, oui, ça a plus ou moins. Est-ce que ça construit quelque chose ? Est-ce que ça construit quelque chose pour le pays ? Moi, je ne me demande pas ce qui marche en calcul politicien. Je me demande de quoi notre pays a besoin. Je regarde notre pays aujourd'hui. Il est face à des défis considérables. On a une crise qui arrive que les Français sentent déjà venir, le prix du pétrole à la pompe, etc., etc. Est-ce qu'on a besoin d'un tribun qui se fait plaisir, qui parfois flirte avec des relents d'antisémitisme extrêmement nauséabonds, qui pousse au communautarisme? C'est ça qui va nous aider à affronter tout ce qui est en face de nous? Je ne crois pas. Imaginons Jean-Luc Mélenchon, président de la République, ça changerait quoi ? Ça changerait quoi pour l'Europe ? Il n'y aurait plus d'Europe, il n'en veut pas. Ça détruirait le projet européen, exactement comme l'extrême droite, l'un étant le marchepied de l'autre. D'ailleurs, hier soir, il n'a parlé que du RN, parce qu'en fait, ils se rendent service, mais ils ne rendent pas service aux Français. Édouard Philippe, c'est votre candidat, Ouais. c'est le patron d'Horizon. Il fait la course en tête au sein du bloc central, mais il n'a pas du tout tué le match. Comment vous l'expliquez, alors que c'est le candidat qui s'est déclaré le plus tôt au sein de ce groupe ? On est à 1 an de la présidentielle. Les Français n'ont pas encore la tête à la présidentielle. Je vous rappelle simplement que c'est le seul qui gagne au deuxième tour face au Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Le seul, et sûrement pas Jean-Luc Mélenchon. Donc vous dites, pas de panique, Édouard Philippe, c'est un marathonien ? Il a commencé, il a fait le tour de la France à plusieurs reprises, il continue, il a la parole rare. Je sais que vous, journalistes, ça vous frustre, je le comprends, mais je crois aussi que ça a plus de prix de s'exprimer quand on a quelque chose de fort à annoncer que de commenter l'actualité tous les jours juste pour être devant les caméras, se faire plaisir. C'est pas le genre. Il a la parole plus rare, effectivement, que Gabriel Attal, qui pourrait être bientôt candidat. C'est deux genres différents. C'est deux genres différents. Il n'y a pas de doute. Il y a une compétition réelle entre eux ? Écoutez, on verra si Gabriel Attal est candidat. Je pense que là aussi, le suspense n'est pas insoutenable. Ce qu'il faudra voir, et ce que les Français regarderont, c'est quelles sont les idées, quelle est l'incarnation. Il n'y a pas de détestation personnelle entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Parfois, il y a des petites phrases que je déplore parce qu'elles sont inutiles. Il faudra se rassembler, parce que le pire de ce qui pourrait arriver, ce serait un deuxième tour entre un candidat du RN et Jean-Luc Mélenchon. Vendredi, Donald Trump a annoncé le retrait de 5000 militaires américains basés en Allemagne. C'est à peu près 15%. Depuis, il a dit sans doute plus et plus troupes, vite. Effectivement, ce n'est que le début. C'est 15% des troupes stationnées outre-Rhin. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure de rétorsion, notamment vis-à-vis du chancelier Merz, qui s'est permis de dire que les Américains n'avaient visiblement aucune stratégie en Iran ? Friedrich Merz a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et à un moment où tout prouve que Donald Trump n'a pas de stratégie en Iran, il lui en veut d'avoir mis des mots. Simplement, je voudrais qu'on se demande moins ce que déclare Donald Trump tous les jours ou plusieurs fois par jour, et qu'on se demande plus ce qu'on fait pour y faire face. Ce n'est pas une surprise que Donald Trump déteste l'Europe, fragilise l'OTAN. Hier, je crois, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a dit que l'OTAN était en voie de désintégration. C'est fort, ça. Donc, construire la défense européenne, ce que je prône, évidemment, ce sur quoi je travaille depuis des années, c'est ça qu'on a à faire pour se dire, être capable de se dire, si les Américains sont avec nous, tant mieux. S'ils ne sont pas avec nous, ça n'est pas grave.
Justement, vous publiez un livre intitulé Aux armes européens, aux éditions de l'Observatoire. Il y a un sous-titre qui est extrêmement explicite, Réarmer l'Europe pour éviter la guerre. Ouais. On voit qu'effectivement, les États-Unis sont clairement dans une logique de désengagement. Ça veut dire quoi concrètement, très concrètement, pour notre défense européenne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est quand même un vieux serpent de mer. C'est un vieux serpent de mer, mais on ne va pas, alors que la guerre en Ukraine dure depuis 4 ans, que d'autres guerres ont un impact direct sur notre continent, continuer à dire oui, il faudrait le faire, mais c'est un vieux serpent de mer. On est au pied du mur, on a commencé à le faire. Ça veut dire réarmer, accélérer les cadences de production de nos armes, de nos munitions. On sait que le gouvernement demande une loi de finances rectificative pour pouvoir mieux financer la défense. On manque de munitions en France. Et on ne peut pas imaginer qu'à un moment où on a aidé des pays du Golfe à se protéger contre les frappes iraniennes, on continue à manquer de munitions. Ça n'est pas envisageable. On doit à nos compatriotes d'assurer leur sécurité. Donc il faut faire plus, mieux. Il faut que nos armées s'entraînent ensemble, non pas pour partir en guerre. Quel pays européen est parti en guerre ces dernières années? Aucun. Et tous ont eu la sagesse de ne pas suivre Donald Trump dans sa guerre contre l'Iran. Mais pour dissuader un adversaire de nous attaquer, au moment où on le voit et on l'entend de tous les services de renseignement, la Russie de Vladimir Poutine considère l'Ukraine comme l'apéritif et l'Europe comme le plat principal. Donald Trump qui a également annoncé une nouvelle hausse des droits de douane de 25% sur les voitures et les camions européens entrant aux États-Unis contre 15% actuellement. Là encore, c'est une manière de sanctionner l'Europe de son manque de soutien dans le conflit en Iran? Oui, manque de soutien alors qu'il ne nous a pas demandé notre soutien, qu'il n'a consulté personne avant de partir en Iran, mais qu'il était persuadé que spontanément, tout le monde trouverait cette idée formidable, bien construite, bien menée, alors que par exemple, il n'avait pas pensé que l'Iran pouvait mettre la main sur le détroit d'Ormuz. Oui, c'est une réaction colérique, une de plus. C'est la raison pour laquelle nous avions, nous, députés européens français de mon groupe, refusé de voter pour le fameux accord commercial qu'avait conclu hâtivement et de manière assez peu glorieuse Ursula von der Leyen, en disant le problème de cet accord commercial, c'est qu'il ne nous protège pas des foucades de Donald Trump. Preuve est faite, cet accord commercial existe et pourtant, à la moindre manifestation de mauvaise humeur, il recommence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'accord, c'était un rideau de fumée. L'Europe peut parfaitement répliquer. On a des instruments qui permettent de dire c'est de la coercition, c'est une manière de vouloir faire pression sur notre politique étrangère. Donc il faut être plus dur avec Donald Trump? Il faut être ferme, il faut se faire respecter. Je pense que Donald Trump ne respecte que ceux qui restent fermes, pas ceux qui se mettent à plat ventre. Et je pense que l'Europe s'est suffisamment humiliée comme ça. Conséquence du blocage du détroit d'Ormuz, c'est les prix à la pompe qui s'emballent. En France, Sébastien Lecornu demande à Total un plafonnement généreux des prix à la pompe. Il a raison de mettre la pression sur les distributeurs? Alors d'abord, Total l'a fait. Moi, il se trouve que je viens du Sud-Ouest, là où Total a son cœur historique, et que là-bas, les prix de l'essence sont plafonnés. Et je vous interromps une minute faire. Juste parce qu'on va écouter Emmanuel Macron qui est en direct à Erevan. Jusqu'au Caucase permet de rassembler aujourd'hui 40 délégations qui sont ici là, et on voit que c'est une Europe qui avance. On va dans un instant tenir une réunion de soutien à l'Ukraine. On aura l'occasion d'avoir des réunions de soutien justement à l'indépendance, la souveraineté arménienne, à la Moldavie. Et puis c'est une Europe aussi qui bâtit sa sécurité, sa défense. C'est je crois, le bon cadre, parce que les défis de sécurité européens sont au-delà des frontières de l'Union européenne, et cette Europe large est pertinente à ce titre. Nous avons aussi bâti, lors du dernier sommet à Copenhague, une alliance contre la drogue et les trafics de drogue. Elle comporte 40 délégations, États et organisations internationales, et nous allons pour la deuxième fois la réunir avec des actions très concrètes que nous coordonnons dans les ports, les aéroports, pour lutter aussi contre le financement des trafics. Donc voilà l'agenda du jour, et c'est pour moi une occasion importante de continuer à faire avancer ce projet européen qu'est la communauté politique européenne. Puis nous aurons ensuite l'occasion d'une visite bilatérale. Vous y allez quand? Est-ce que la France va augmenter les troupes en Roumanie, en sachant que Trump a menacé de les retirer, et pourquoi on le visite à Bucarest?
j'espère pour très bientôt, et nous serons au rendez-vous de toute façon de la sécurité. La France est nation cadre pour la sécurité de la Roumanie, et donc nous prendrons nos responsabilités. Aujourd'hui, le déploiement que nous avons est considéré comme suffisant, mais nous nous adapterons évidemment en dialogue très étroit avec les autorités de Roumanie, mais vous pouvez compter sur la France. Quel est le message aujourd'hui de la CPE à Donald Trump? C'est un message d'abord pour nous-mêmes. Nous, Européens, nous bâtissons nos solutions de sécurité. C'est ce que nous avons décidé de faire dès 2022 en créant la communauté politique européenne. C'est ce que nous avons fait en bâtissant une coalition des volontaires pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est ce que nous avons fait avec l'opération ad hoc et la mission pour la libération d'Ormuz. Donc, ce n'est pas en réaction à qui que ce soit, mais les Européens prennent leur destin en charge, augmentent leurs dépenses de défense et de sécurité et bâtissent leurs solutions communes. Monsieur le Président, est-ce que vous allez participer à l'initiative qu'a lancée le président Trump? Je ne sais pas quelle est cette initiative. Vous savez, il y a 10 jours, nous poussions, dès que le cessez-le-feu a été déclaré, pour faire deux choses. J'avais eu le président Trump et le président Pezeshkian. Le cessez-le-feu devait inclure le Liban et le cessez-le-feu devait permettre la réouverture d'Ormuz. Le vendredi, nous avons tenu cette mission ad hoc qui a rassemblé de nombreux États et gouvernements, une cinquantaine, de tous les continents d'ailleurs, ce qui était une très bonne chose. Le même jour, les États-Unis ont annoncé faire un blocus. Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis sont prêts à réouvrir Ormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous avons bâti une mission ad hoc sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres. Mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Et ensuite, je veux ici redire aussi qu'il était essentiel que le cessez-le-feu soit respecté au Liban. Il y a encore eu plusieurs dizaines de morts la nuit dernière. Il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté. C'est l'engagement que les partis ont pris. Et je le dis pour la souveraineté, l'indépendance du Liban et la protection des populations civiles. Merci, mesdames et messieurs. J'aurai l'occasion de vous reparler tout à l'heure. Merci. On vient donc d'entendre Emmanuel Macron qui est à Erevan, en Arménie, pour le premier sommet entre l'Union européenne et l'Arménie, donc visiblement toujours extrêmement ferme vis-à-vis de Donald Trump. Vous allez aussi vous rendre en Arménie pour observer les élections. Il y a des élections effectivement le 7 juin, des élections importantes. Vous redoutez des ingérences russes et est-ce que vous redoutez aussi des ingérences russes pour la présidentielle chez nous? Alors d'abord, je me réjouis que l'Arménie soit sur la carte des Européens. Pendant longtemps, seule la France payait attention à l'Arménie. Aujourd'hui, les Européens sont là. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Il faut aider ce pays, qui est la seule démocratie de la région. Et qui fait face, effectivement, à des ingérences massives, déjà en ce moment pendant la campagne, de la part de la Russie qui ne supporte pas la démocratie. Il y a déjà eu des ingérences russes documentées dans la campagne des municipales à Paris, rendez-vous compte. Donc évidemment que l'année prochaine, 2027, il y aura des ingérences étrangères, pas seulement russes, dans notre campagne présidentielle. Quand vous voyez Donald Trump, les MAGA, dire que ce qu'ils veulent en Europe, ce sont des partis qui leur ressemblent, c'est-à-dire des partis d'extrême droite, on le sait, il faut avoir les yeux ouverts, il faut que nos concitoyens le sachent pour pouvoir voter sans pression. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, bonne journée à vous.